As-tu déjà ressenti que tes pensées te dominaient, te conduisant du calme à l'anxiété en un instant? Le Bouddha nous a enseigné que l'esprit peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets pour maîtriser tes pensées à travers la sagesse millénaire du bouddhisme. Si tu as déjà voulu trouver la paix et la clarté mentale, cet endroit est parfait pour commencer. Chapitre 1. La nature de l'esprit selon le bouddhisme. Selon le bouddhisme, qu'est-ce que l'esprit? C'est une question que les grands maîtres, philosophes et chercheurs de la vérité se posent depuis des siècles. Pour le Bouddha, l'esprit était l'origine tant de la souffrance que de la libération. Dans le bouddhisme, le terme utilisé pour désigner l'esprit est citta, un mot qui englobe non seulement la partie de nous qui pense et raisonne, mais aussi celle qui ressent, perçoit et répond à chaque expérience que nous avons. L'esprit n'est pas une entité fixe, mais un processus dynamique et en constante évolution. Pour maîtriser nos pensées, nous devons d'abord comprendre comment fonctionne ce processus. La nature changeante de l'esprit. Imagine l'esprit comme un ciel vaste et ouvert. Certains jours, ce ciel est complètement dégagé. La lumière du soleil brille et tout semble clair. Ce sont les jours où nous nous sentons en paix, où l'esprit semble être en harmonie avec le monde. Mais il y a d'autres jours où le ciel est couvert de nuages sombres, de tempêtes, d'éclairs. Ce sont les moments où l'esprit est rempli de préoccupations, de pensées négatives, de peur. Ce qui est intéressant dans cette analogie, c'est qu'en dépit des changements climatiques, le ciel reste le même. Les nuages, aussi denses et sombres qu'ils soient, ne changent pas l'essence du ciel. Ils le cachent simplement temporairement. Ainsi, nos émotions et pensées négatives ne changent pas la nature fondamentale de notre esprit. Elles ne font que la recouvrir pendant un temps. Quand nous apprenons à observer ces pensées comme on observe le passage des nuages, nous pouvons redécouvrir cette clarté qui a toujours été là. Le Bouddha a enseigné que l'esprit, ou citta, est essentiellement un flux. Il n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Ce flux ressemble à une rivière qui coule continuellement, emportant avec elle des feuilles, des branches et toutes sortes d'objets. Parfois, cette rivière est douce et fluide, mais d'autres fois, elle est agitée, turbulente, emportant tout ce qu'elle rencontre sur son passage. Mais la rivière, bien qu'elle change, reste la rivière. De même, l'esprit change constamment, mais dans son essence, il reste un espace vaste et profond, capable de contenir à la fois le calme et l'agitation. Cette perspective nous invite à voir nos états mentaux sous un angle différent. Nous ne sommes pas attachés de manière permanente à un état de bonheur ou de tristesse, d'anxiété ou de tranquillité. Tout, absolument tout, est en constante évolution. Et lorsque nous commençons à observer l'esprit sous cet angle, nous nous rendons compte que, tout comme le ciel, il y a toujours un espace de calme derrière les tempêtes de pensée. Les pensées comme des vagues. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Imagine maintenant que tu es à côté d'un océan infini. Devant toi, les vagues de la mer s'élèvent et se brisent sur le rivage, les unes après les autres. Certaines sont petites, presque imperceptibles, tandis que d'autres sont énormes, pleines de force, emportant tout sur leur passage. Chacune de ces vagues est une pensée. Cela peut être une pensée de joie, de tristesse, de préoccupation, d'espoir. Certaines sont douces et réconfortantes, comme une brise par une journée d'été, et d'autres sont dures et froides, comme une tempête en haute mer. Mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles ne sont pas permanentes. Les vagues ne restent pas. Aucune ne reste figée au même endroit. Elles montent, atteignent leur point culminant, puis retournent à l'océan dont elles sont issues. Nos pensées fonctionnent de la même manière. Parfois, une pensée de peur ou d'anxiété peut sembler accablante, comme si elle allait rester pour toujours. Mais si nous observons attentivement, nous voyons qu'éventuellement, cette pensée disparaît aussi comme une vague qui retourne à son origine. C'est quelque chose que Bouddha a enseigné clairement. Les pensées sont transitoires. Elles changent, se transforment et n'ont pas un pouvoir absolu sur nous,
à moins que nous leur en donnions. Il y a un vieux dicton bouddhiste qui dit « l'esprit crée le monde ». Cela signifie que ce n'est pas tant ce qui se passe à l'extérieur qui détermine comment nous nous sentons, mais la manière dont nous interprétons ces expériences. Si nous nous accrochons à une pensée négative, nous la nourrissons. Nous lui donnons de la force. Cette vague devient plus grande et plus puissante. Mais si nous apprenons à l'observer, à la laisser couler sans essayer de la changer, nous nous rendons compte qu'à la fin, toute vague retourne à l'océan. Cela nous conduit à un concept central dans les enseignements du Bouddha. Anicca, l'impermanence. Dans le bouddhisme, on nous enseigne que tout, absolument tout, est transitoire. Cela inclut non seulement nos expériences extérieures, comme les choses matérielles et les situations que nous vivons, mais aussi nos expériences internes, nos pensées, nos émotions, nos états d'âme. L'impermanence est un fait fondamental de l'existence. Le Bouddha nous disait que l'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de croire que les choses seront toujours les mêmes. Nous pensons qu'une situation agréable va durer pour toujours, et quand elle se termine, nous souffrons. Ou nous pensons qu'un mauvais moment ne finira jamais, et cela nous remplit de désespoir. Mais quand nous comprenons réellement l'impermanence, nous cessons de nous accrocher. Nous comprenons que tout ce qui monte, un jour, redescendra, et que tout ce qui fait mal, un jour, cessera de faire mal. Imagine que tu traverses un moment difficile. Peut-être as-tu perdu quelqu'un d'important, ou tu fais face à un changement inattendu. Dans ces moments, l'esprit se remplit de pensées de tristesse, de douleur, de perte. Mais le Bouddha nous invite à voir que, tout comme une tempête ne dure jamais éternellement, ces pensées non plus ne le feront pas. Reconnaître l'impermanence nous donne la capacité d'être patient, de savoir que, bien que nous traversions une nuit sombre, l'aube arrive toujours. L'histoire du Bouddha et du disciple agité. Le Bouddha enseignait souvent à travers des histoires, utilisant des exemples simples pour transmettre les vérités les plus profondes sur l'esprit humain et la vie. L'une de ces histoires est particulièrement révélatrice lorsqu'il s'agit de comprendre la nature de l'esprit et comment nous pouvons trouver le calme au milieu de l'agitation. Cette histoire montre comment le Bouddha a confronté un homme qui l'a attaqué verbalement, révélant une leçon qui perdure depuis des siècles. Tout a commencé dans un petit village à l'extérieur de Magadha, où le Bouddha était arrivé pour partager ses enseignements. Les gens se réunissaient autour de lui, fascinés par sa présence sereine et par la façon dont il parlait de l'esprit, de la souffrance et de la libération. Les villageois, fatigués de leurs propres problèmes et préoccupations, se sentaient soulagés d'écouter les paroles du Bouddha, qui leur parlait de comment trouver la paix au milieu de la vie quotidienne. Cependant, parmi la foule, se trouvait un homme dont le cœur était rempli de ressentiment. Cet homme, qui avait traversé de nombreuses difficultés dans la vie, ne croyait pas que quelqu'un puisse atteindre la paix dont parlait le Bouddha. Il avait entendu des rumeurs à propos de ce maître, sur la façon dont on disait que son esprit était aussi serein qu'un lac calme, qu'il ne se laissait pas affecter par la colère ni par la haine. Mais pour lui, c'était impossible. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait affronter la vie sans être emporté par la tempête des émotions. Un jour, l'homme décida qu'il allait mettre le Bouddha à l'épreuve. Il voulait prouver à tout le monde qu'il n'était rien d'autre qu'un imposteur, qu'il n'était pas aussi imperturbable qu'il prétendait l'être. Ainsi, rempli de fureur, il se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à se retrouver devant le Bouddha qui était assis sous un arbre, entouré de personnes qui écoutaient attentivement. Sans avertissement, il se mit à lui crier dessus, à l'insulter avec les mots les plus durs qu'il connaissait, cherchant à le provoquer, à le faire perdre son calme. L'homme lui disait « Qui crois-tu être? Tu n'es meilleur que personne ici. Tu n'es qu'un homme qui trompe les autres avec tes belles paroles. » Les insultes tombaient comme des pierres, lourdes et acérées, et les gens qui observaient étaient stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire que quelqu'un ose parler ainsi au Bouddha. Certains murmuraient entre eux, attendant de voir comment le maître réagirait à une telle agression. Cependant, le Bouddha ne réagit pas comme l'homme l'attendait. Au lieu de se fâcher, de hausser la voix ou de renvoyer les insultes, il se contenta de le regarder avec un sourire serein. Ses yeux, pleins de compassion, ne montraient aucune trace de colère. Il resta calme,
comme si les paroles de l'homme étaient le doux murmure du vent autour de lui. Et cette réaction surprend non seulement la foule, mais aussi l'homme, qui se sentit encore plus frustré. Comment était-il possible que quelqu'un reste si serein face à tant d'hostilité? L'homme, de plus en plus furieux, continua de crier pendant un long moment comme si son objectif était d'épuiser la patience du Bouddha. Ses cris résonnaient dans la place, mais avec le temps, sa voix commença à s'affaiblir, jusqu'à ce qu'il se retrouve sans souffle. Les insultes s'épuisèrent, et la colère qu'il avait accumulée en lui-même pendant si longtemps commença à se dissiper, le laissant épuisé. Il resta silencieux, respirant difficilement, regardant le Bouddha, attendant une réaction qui ne vint jamais. C'est alors que le Bouddha, toujours avec ce même sourire serein, lui posa une question qui allait changer complètement la perspective de l'homme. Il lui dit « Dis-moi, bonhomme, quand quelqu'un reçoit des visiteurs chez lui, est-ce qu'il leur offre à manger et à boire ?» L'homme, surpris par une question aussi inattendue, répondit « Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait quand quelqu'un visite ma maison. Je lui offre des aliments et de l'eau en signe d'hospitalité. » Le Bouddha sentit doucement et continua « Et si ces visiteurs décident de ne pas accepter ce que tu leur offres, à qui appartiennent alors ces aliments et boissons ?» L'homme, confus mais curieux de savoir où le Bouddha voulait en venir, réfléchit un moment puis répondit « Eh bien, s'ils n'acceptent pas ce que je leur offre, alors les aliments et les boissons restent les miens, personne d'autre ne les prend. » Bouddha le regarda directement dans les yeux et, avec un calme infini, lui dit « De la même manière, bonhomme, je n'accepte pas tes insultes, ta colère ni tes paroles blessantes. Si je ne les accepte pas, elles restent avec toi. Je choisis de ne pas prendre ce que tu m'as offert et pour cette raison, cela ne m'affecte pas. » À ce moment-là, un profond silence s'installa sur la place. Les paroles du Bouddha résonnèrent dans l'esprit de tous les présents, en particulier dans celui de l'homme qui l'avait confronté. En entendant ces paroles, l'homme ressentit que quelque chose changeait en lui. C'était comme si un lourd fardeau venait de se lever de son cœur. Soudainement, il comprit que la colère et la haine qu'il portait en lui n'affectaient pas le Bouddha, mais lui faisaient du tort à lui-même. Il se rendit compte que toute cette rage accumulée depuis des années, tout ce ressentiment, était un poison qui ne faisait que le détruire. À cet instant, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un profond remords pour son comportement. Les larmes aux yeux, l'homme se mit à genoux devant le Bouddha et lui dit « Maître, pardonne-moi pour mes paroles. J'ai vécu dans l'obscurité de la colère pendant si longtemps que je ne pouvais pas voir la vérité. Mais aujourd'hui, grâce à tes enseignements, je sens que j'ai compris quelque chose d'important. » Le Bouddha le regarda avec compassion et répondit « La colère est comme un charbon ardent que l'on tient dans l'intention de le lancer sur quelqu'un, mais au final, c'est celui qui le tient qui se brûle. Si tu as compris cela, tu as déjà fait un grand pas vers la paix. » Ainsi, ce jour-là, l'homme qui était arrivé avec de la haine et du ressentiment devint un disciple du Bouddha, prêt à laisser derrière lui le fardeau de la colère et à chercher la paix intérieure. Pour tous ceux qui ont été témoins de ce moment, la leçon était claire. Les paroles et actions des autres n'ont le pouvoir de nous blesser que si nous leur donnons ce pouvoir. Si nous n'acceptons pas la négativité qu'on nous lance, cette négativité reste avec celui qui la propose. Cette histoire nous enseigne qu'également comme Bouddha, nous pouvons choisir de ne pas accepter la haine des autres. Nous pouvons garder notre calme au milieu de la tempête, car la véritable force ne réside pas dans le fait de vaincre les autres, mais dans le fait de ne pas nous laisser entraîner par leur colère. En pratiquant la patience et le détachement, nous découvrons qu'il y a un lieu de calme en nous que personne ne peut nous arracher. Et c'est là l'essence de la nature de l'esprit. Selon les enseignements du Bouddha, l'esprit est comme un vaste océan, et les pensées et émotions sont comme des vagues qui vont et viennent. Nous ne sommes pas ces vagues, nous sommes l'océan qui les contient. Lorsque nous comprenons cela, nous découvrons que nous pouvons trouver la paix au milieu de n'importe quelle situation, peu importe à quel point les circonstances sont difficiles. En apprenant à observer l'esprit, ce que le disciple découvre est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter. La pratique de l'observation de l'esprit est un pilier fondamental du chemin bouddhiste. Cela s'appelle la pleine conscience, ce qui signifie être attentif.
Être conscient de nos pensées, sans nous y identifier, c'est comme construire une maison sur la rive de ce fleuve mental. De là, nous pouvons observer comment les pensées passent, comme celui qui observe le flux d'une rivière sans avoir besoin de s'y plonger. Pour mettre cela en pratique, nous pouvons commencer par quelque chose de très simple, la respiration. La respiration est comme une ancre qui nous maintient connectés au présent. Lorsque nous sentons que les pensées nous emportent, nous pouvons prendre un moment pour nous recentrer sur notre respiration. Nous inhalons profondément, ressentant l'air entrer par notre nez, remplissant nos poumons, puis nous expirons lentement, ressentant l'air sortir de notre corps. En faisant cela, les pensées sont toujours là, mais elles ne nous emportent plus de la même manière. Le Bouddha enseignait que l'esprit peut être comme un enfant agité, courant toujours d'un côté à l'autre. Si nous tentons d'arrêter cet enfant par la force, il résistera probablement encore plus. Mais si nous observons avec patience, si nous lui donnons de l'espace pour bouger, il finira par se calmer de lui-même. De la même manière, si nous essayons de forcer notre esprit à rester silencieux, nous nous heurterons à de la résistance. Mais si nous apprenons à l'observer avec patience et compassion, nous découvrirons que l'esprit peut se calmer de lui-même. Ce processus d'observation de l'esprit sans le juger est comme nettoyer un verre sale. Au début, peut-être que nous ne pourrons pas voir clairement à travers le verre, car il est rempli de taches et de poussières qui sont nos préoccupations, nos peurs, nos désirs. Mais à chaque respiration consciente, à chaque moment de pleine attention, nous nettoyons un peu plus ce verre et peu à peu, nous commençons à voir la réalité avec plus de clarté, comme si nous voyions le monde pour la première fois. Un des enseignements les plus profonds du Bouddha est que nous ne sommes pas nos pensées. Bien que l'esprit produise tout type de pensées, positives et négatives, nous sommes quelque chose de plus que ces pensées. Nous sommes l'espace dans lequel ces pensées se produisent. Le Bouddha disait que lorsque nous parvenons à prendre du recul par rapport à l'esprit et devenons des témoins, c'est comme si nous nous réveillons d'un rêve. Dans cet état de témoin, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de contrôler chaque pensée, car toutes elles sont passagères. Être témoin de notre esprit ne signifie pas ignorer ce que nous pensons ou ressentons. Au contraire, cela signifie nous permettre de ressentir pleinement, mais sans nous laisser piéger par ces émotions. Si une pensée de tristesse arrive, nous pouvons la reconnaître. Ah, voici la tristesse. Et au lieu de lutter contre elle, nous observons, comme celui qui regarde un nuage sombre traversant le ciel. Finalement, ce nuage se dissipe et le ciel bleu apparaît. Cela ne signifie pas que c'est facile. Il y a des moments où les vagues de pensée sont si fortes qu'il semble impossible de ne pas être emporté par elles. Et c'est précisément à ces moments-là que la pratique de la pleine attention devient la plus précieuse. Ce n'est pas un processus qui se fait en un jour ni en une semaine, c'est un chemin qui se parcourt pas à pas, comme un marcheur traversant un long pont, avançant un peu plus chaque jour. Mais chaque pas que nous faisons vers cette observation, vers cette distance de nos pensées, nous rapproche de la liberté intérieure. Le Bouddha nous rappelle que, tout comme les vagues ne peuvent pas détruire l'océan, nos pensées ne peuvent pas changer l'essence de notre esprit. Le calme est toujours là, attendant que nous nous permettons de le voir. Et lorsque nous parvenons à voir l'esprit avec clarté, lorsque nous comprenons que les pensées ne sont que des vagues passagères, nous trouvons une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. C'est une paix qui naît de l'intérieur, qui reste même lorsque la vie devient difficile. Conclusion. Comprendre la nature de l'esprit et l'impermanence de nos pensées est le premier pas pour maîtriser nos pensées. Le Bouddha nous invite à voir l'esprit comme un océan, un fleuve, un ciel, afin que nous comprenions que son essence est l'immensité, pas les tempêtes qui parfois le couvrent. Et en apprenant à observer nos pensées sans nous y identifier, nous découvrons que la paix n'est pas l'absence de vagues, mais la capacité de naviguer avec elles sans perdre notre équilibre. Accompagne-moi dans la prochaine partie de ce voyage, où nous approfondirons encore plus la pratique de la pleine attention et comment elle peut nous aider à apaiser cet esprit agité, à développer une véritable sérénité et à transformer notre vie de l'intérieur. Si, jusqu'à ce point, tu sens que ces enseignements t'apportent de la valeur, qu'ils t'aident à mieux comprendre ton esprit et à trouver un peu plus de paix dans ta vie, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci, où nous explorons ensemble la sagesse du Bouddha et comment l'appliquer dans notre quotidien.
Clique sur la cloche pour recevoir des notifications et être le premier à découvrir de nouvelles pratiques et réflexions qui t'aideront dans ton chemin vers une vie plus pleine et consciente. Merci d'être ici et de faire partie de cette communauté de croissance et de sagesse. Imaginez pendant un moment que l'esprit est un ciel immense et que chaque pensée est comme un nuage qui traverse ce ciel. La majorité d'entre nous, quand nous voyons un nuage sombre, courons vers lui et essayons de le repousser hors du ciel. Nous nous disons « Je ne veux pas ressentir cela, je dois arrêter de penser ainsi ». Et sans nous en rendre compte, nous nous épuisons à lutter contre chaque nuage. La pleine attention nous invite à changer cette approche. « Ah, voici ce nuage, je vais l'observer pendant qu'il passe. » Et lorsque nous arrêtons de lutter contre nos pensées, nous découvrons qu'elles perdent leur force, qu'elles se dissolvent dans l'air. Cela nous mène à l'une des pratiques les plus courantes dans le mindfulness, l'observation de la respiration. La respiration est l'encre qui nous relie au présent. En l'observant, nous entraînons notre esprit à cesser de courir vers l'avenir ou de revenir dans le passé, pour rester dans le seul moment que nous avons vraiment, cet instant. Imaginez que vous passez une journée avec 1000 choses à faire, et soudainement, l'esprit se remplit de pensées de préoccupations. Je ne vais pas finir à temps, je dois faire ceci et cela. La respiration peut être un refuge vers lequel vous retournez lorsque les choses se compliquent. Si vous prenez un moment pour respirer profondément, en sentant l'air entrer et sortir de vos poumons, cette simple action peut être un rappel que, dans cet instant précis, tout va bien. Ce moment de pause est un souffle au milieu du chaos, un moment où l'esprit peut se calmer, même si ce n'est que pour une seconde. Et dans cet espace de calme, nous pouvons nous rappeler que nous sommes plus que nos pensées. Les pensées viennent et partent, mais nous, notre essence, sommes toujours là, observants. Avec le temps, cette pratique nous permet de développer une sorte de témoin intérieur. C'est comme si, en observant la respiration, nous adoptions une position de spectateur par rapport à nos pensées. Par exemple, si une pensée de peur ou d'anxiété surgit, nous apprenons à la voir de loin, comme si nous regardions un film. Le Bouddha nous a enseigné que la pleine attention est comme un phare dans l'obscurité, illuminant les recoins de notre esprit et nous montrant ce qui s'y trouve, sans que nous ayons à le juger ni à le changer immédiatement. Nous allons maintenant parler de la manière dont cette pratique nous aide à observer nos émotions. Car, tout comme les pensées, les émotions peuvent être très intenses. Peut-être qu'un jour, vous vous réveillerez avec un sentiment de tristesse sans raison apparente. Cette tristesse est comme une vague qui arrive et semble tout engloutir. Sans la pratique de la pleine attention, cette vague nous emporte, nous fait sentir impuissants, sans contrôle. Mais la pleine attention nous invite à changer notre relation avec cette émotion. Plutôt que de lui résister, nous apprenons à dire « Voici la tristesse, je la ressens dans ma poitrine comme une pression ». En l'observant, nous remarquons que la tristesse a un début, un milieu et une fin. Elle ne dure pas éternellement, elle revient, tout comme les vagues, dans l'océan de l'esprit. La pleine attention nous permet de voir chaque émotion comme une visiteuse passagère. Cela ne signifie pas que nous arrêtons de ressentir ou que nous devenons insensibles. Au contraire, cela signifie que nous pouvons nous permettre de ressentir pleinement, mais sans être piégés dans l'histoire qui accompagne cette émotion. Autrement dit, si je ressens de la peur, je peux la reconnaître et la ressentir, mais je n'ai pas besoin de créer une narration du genre. Cela va mal se passer ou je ne serai jamais capable de le surmonter. Je ressens simplement la peur, je l'observe et je la laisse être. C'est comme ouvrir la porte de la maison à un visiteur, le laisser entrer, mais sachant qu'il finira par repartir. Cela nous mène à l'un des enseignements les plus importants du Bouddha sur l'esprit, la non-réaction. Normalement, lorsque quelque chose nous fait mal ou nous dérange, nous réagissons immédiatement. Si quelqu'un nous critique, nous nous sentons blessés et répondons avec colère. Si quelque chose nous fait peur, nous cherchons à l'éviter. Mais le Bouddha nous invite à faire un pas en arrière, à observer cette réaction avant d'agir. La pleine attention nous donne l'opportunité de voir l'impulsion avant de la transformer en action. C'est comme si, soudainement, nous contrôlions un interrupteur intérieur. Nous pouvons choisir de l'allumer ou de le garder éteint. Cela ne signifie pas que nous cessons d'être humains,
que nous cessons de ressentir. Cela signifie que nous apprenons à choisir nos réponses au lieu d'être esclaves de nos impulsions. Imaginez un jour où quelqu'un vous dit quelque chose de blessant. Sans la pratique de la pleine attention, votre réaction pourrait être immédiate. Renvoyer la critique, vous mettre en colère, vous sentir mal. Mais avec la pleine attention, vous pourriez prendre un moment pour observer comment ce commentaire vous fait sentir, remarquer l'impulsion de répondre avec colère, puis décider quoi faire. Peut-être choisissez-vous de ne rien dire, peut-être choisissez-vous de répondre de manière plus calme. Ce choix, cet espace que vous créez entre le stimulus et la réponse, est ce que le Bouddha nous a enseigné comme le chemin vers la véritable liberté. La pleine attention est comme un muscle que nous devons entraîner. Au début, cela peut être difficile, car nous sommes habitués à nous laisser emporter par le flot de pensées et d'émotions. Mais à chaque respiration consciente, à chaque moment de présence, nous renforçons cette capacité d'être ici et maintenant. Peu à peu, l'esprit commence à trouver plus de paix, plus de clarté. Nous commençons à voir la vie avec des yeux neufs, comme si chaque moment était une nouvelle occasion d'expérimenter la richesse du présent. Cela nous mène à un autre aspect fascinant de la pleine attention, sa capacité à transformer notre expérience quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir pour méditer quelques minutes par jour, mais de porter cette attention à tout ce que nous faisons. Lorsque nous mangeons, par exemple, au lieu de dévorer la nourriture en pensant à 1000 choses, nous pouvons savourer chaque bouchée, ressentir la texture, le goût, l'arôme. Ainsi, la nourriture devient une méditation, un moment de connexion avec le présent. Et il en va de même lorsque nous marchons, lorsque nous parlons avec quelqu'un, lorsque nous sommes simplement assis en silence. La pleine attention nous invite à redécouvrir la beauté de l'ordinaire, à trouver la magie dans les choses les plus simples. Et ce faisant, notre esprit cesse de courir après ce qui va arriver ou d'être pris dans ce qui est déjà passé pour commencer à apprécier le seul endroit où nous vivons vraiment. Cet instant, ici et maintenant. Parce qu'au final, ce que le Bouddha nous a enseigné, c'est que la véritable paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, dans la manière dont nous voyons le monde, dans la façon dont nous habitons chaque instant. Chapitre 3. Le pouvoir du détachement et de la non-identification avec les pensées. Maintenant que nous avons exploré la pleine attention et la manière dont elle nous aide à observer l'esprit, il est temps de plonger dans un concept crucial des enseignements du Bouddha, le détachement et la non-identification avec les pensées. Cela nous mène un pas plus loin dans le processus d'apprendre à maîtriser l'esprit, car il ne s'agit pas seulement d'observer les pensées, mais de comprendre que nous ne sommes pas ces pensées. C'est une différence subtile, mais elle peut transformer complètement notre relation avec l'esprit. Parlons maintenant de la manière dont nous avons tendance à nous identifier avec chaque pensée qui traverse notre esprit. Souvent, lorsqu'une pensée négative surgit, comme « je ne suis pas assez bon » ou « je vais toujours échouer », nous la prenons comme une vérité absolue. Nous nous disons à nous-mêmes « c'est ce que je suis » et en faisant cela, nous nous enchaînons à cette pensée. Nous la portons comme un fardeau, permettant à celle-ci de définir ce que nous ressentons et comment nous agissons. Mais le Bouddha nous enseigne que l'esprit est comme une rivière, et nos pensées sont comme les feuilles qui flottent dans le courant. Nous ne sommes pas ces feuilles. Nous sommes l'espace à travers lequel elles passent. Le terme « non-moi » est fondamental dans cet enseignement. Le Bouddha nous a dit que l'ego, cette idée qu'il existe un moi fixe, séparé et permanent, est une illusion. Mais il ne le disait pas simplement de manière philosophique. Il nous invitait à observer directement notre expérience. Si vous prenez un moment pour regarder à l'intérieur, vous pouvez trouver ce « moi » permanent qui est toujours resté le même. Mais si vous regardez vos pensées, vous vous rendrez compte qu'elles changent constamment. Il en va de même pour vos émotions. Parfois, vous vous sentez heureux, parfois triste, parfois en paix, parfois en colère. Si vous étiez ces pensées et ces émotions, vous changeriez à chaque instant, comme une feuille qui se déplace avec le vent. Le Bouddha nous invite à réaliser que nous ne sommes pas ce flot constant de pensées et d'émotions. Nous sommes plutôt comme le ciel qui observe comment les nuages passent, mais qui n'est pas affecté par eux. La pratique du détachement est donc d'apprendre à ne plus nous identifier à chaque pensée qui traverse notre esprit,
Et cela est un grand soulagement, car cela nous permet d'arrêter de porter ces histoires que nous nous racontons. Ces histoires qui, parfois, sont tellement limitantes. Imaginez que vous ayez passé des années à penser que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, qu'il y a toujours une pensée qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant. Et chaque fois qu'elle apparaît, vous y croyez. Vous lui donnez de la force, et cela détermine ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Mais maintenant, imaginez que vous commenciez à observer cette pensée comme si elle n'était qu'un nuage qui traverse le ciel. Ah, voici encore ce nuage, vous dites, et soudain, vous vous rendez compte que, même si cette pensée est là, vous n'avez pas à agir selon elle. C'est juste une pensée, pas une vérité. Et en arrêtant de t'identifier à lui, tu commences à découvrir un espace de liberté. Tu n'es plus le prisonnier de tes propres idées, mais tu deviens l'observateur de ce processus mental. Cela nous mène à quelque chose de très puissant, le détachement. Le détachement ne signifie pas que tu arrêtes d'avoir des pensées, mais que tu cesses d'être contrôlé par elles. C'est apprendre à voir tes pensées sans leur permettre de te définir. Le Bouddha l'expliquait de manière simple à travers une métaphore. Si quelqu'un te lance une braise ardente, tu peux choisir si tu la tiens dans tes mains ou si tu la laisses tomber au sol. Les pensées négatives, les pensées douloureuses sont comme cette braise. Si tu les tiens, elles te brûlent, mais si tu apprends à les relâcher, à les laisser partir, tu découvres que tu n'as pas besoin de te brûler avec elles. Le détachement nous aide aussi à affronter les moments difficiles de la vie avec plus de résilience. Lorsque quelque chose de mauvais nous arrive, la tendance naturelle de l'esprit est de s'accrocher à la souffrance, de la ruminer encore et encore, comme quelqu'un qui gratte une blessure qui devrait déjà être en train de guérir. Si quelqu'un nous offense, par exemple, nous passons des heures, des jours, voire des années à nous rappeler cette offense, à la revivre dans notre esprit. C'est comme si l'esprit était une machine qui rejoue le même film sans cesse. Et chaque fois que nous le voyons, nous ressentons à nouveau cette même douleur, cette même colère. Mais lorsque nous pratiquons le détachement, nous nous rendons compte que nous n'avons pas besoin de revoir ce film encore et encore. Nous pouvons le laisser partir, changer de chaîne, choisir une autre façon de voir la vie. Et cela ne signifie pas que nous ignorons ce qui nous fait mal, mais que nous apprenons à ne pas nous y accrocher, à reconnaître que c'est une partie de l'expérience humaine, mais que cela ne définit pas qui nous sommes. De cette manière, le détachement devient une forme de soin de soi, une manière de nous protéger de nous-mêmes. Maintenant, cela n'est pas facile. L'esprit a une tendance naturelle à s'accrocher aux choses, à créer des histoires. Mais chaque fois que nous pratiquons le détachement, c'est comme si nous disions à notre esprit « C'est bien, je sais que tu es là, mais je n'ai pas besoin que tu me dises comment je dois me sentir. » Et avec le temps, cette pratique devient une habitude. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, nous la reconnaissons, nous la regardons, mais nous ne nous laissons pas emporter par elle. C'est comme si nous entraînions l'esprit à lâcher prise, à ne pas s'accrocher, à être un peu plus léger. Cela nous amène à parler de la compassion envers nous-mêmes, car le détachement ne signifie pas être dur avec nos pensées ou émotions. Il ne s'agit pas de se dire « tu ne devrais pas penser comme ça » ou « arrête de ressentir ça ». Au contraire, le détachement repose sur la compréhension que toutes les pensées, toutes les émotions font partie de l'expérience humaine. En nous traitant avec compassion, en nous disant « c'est normal que parfois tu penses ainsi, que parfois tu ressentes cela », nous créons un espace d'acceptation à l'intérieur de nous. La compassion nous aide à cesser de lutter contre l'esprit. Et en faisant cela, l'esprit commence à se détendre, à ne plus se battre contre lui-même. C'est comme lorsqu'un petit enfant pleure. Au lieu de lui dire « arrête de pleurer », nous le prenons dans nos bras et lui disons « c'est bien, je suis là avec toi ». L'esprit a aussi besoin de ce type de câlin, de cette compréhension. Et lorsqu'il se sent compris, lorsqu'il n'a plus à se battre contre lui-même, il est plus facile pour lui de lâcher prise. Le détachement et la compassion sont les deux faces de la même pièce. En apprenant à ne pas nous accrocher à nos pensées, nous apprenons aussi à être plus compatissants avec nous-mêmes, à nous accepter tels que nous sommes. Et cette acceptation nous permet d'être plus flexibles, plus ouverts, plus capables de nous adapter aux changements de la vie. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais d'apprendre à vivre avec elles de manière à ce qu'elles ne nous fassent pas de mal.
Le Bouddha nous a enseigné qu'en lâchant l'identification à l'esprit, nous trouvons un lieu de paix qui a toujours été là, un lieu de calme qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là le véritable pouvoir du détachement. Découvrir que la vraie liberté se trouve à l'intérieur de nous, dans la manière dont nous choisissons de voir et de répondre à nos pensées et émotions. Chapitre 4. Renforcer l'esprit avec la méditation quotidienne. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir du détachement et de la non-identification aux pensées, il est temps d'approfondir une pratique qui est le pilier central du bouddhisme depuis des millénaires, la méditation. Mais pas n'importe quelle méditation, une pratique quotidienne et constante qui agit comme une salle de gym pour notre esprit, renforçant notre capacité à rester présent et à ne pas être emporté par le flot de pensées. La méditation quotidienne est comme un entraînement, et chaque session, aussi brève soit-elle, devient une opportunité pour affiner l'esprit, pour polir ce diamant que nous portons tous en nous. Mais avant de plonger dans les différentes techniques et bienfaits de la méditation quotidienne, parlons de pourquoi cette pratique est si importante et comment elle a transformé la vie de millions de personnes à travers l'histoire. Imagine l'esprit comme un lac aux eaux profondes. Lorsque l'esprit est agité, quand nous sommes constamment bombardés par des pensées et des émotions, la surface du lac devient turbulente et nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a au fond. Mais à mesure que nous pratiquons la méditation, c'est comme si les eaux commençaient à se calmer peu à peu. La surface devient plus tranquille et nous commençons à voir clairement ce qu'il y a dans les profondeurs. Nos désirs, nos peurs, nos aspirations les plus profondes. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en observant l'esprit avec clarté, nous découvrons qu'il n'y a rien à craindre. Nous découvrons que la paix et le calme que nous avons toujours cherchés à l'extérieur étaient en réalité là, en nous. Parlons maintenant d'une des formes les plus basiques de méditation bouddhiste, la méditation samatha ou méditation de calme. Cette pratique a pour objectif d'entraîner l'esprit à se concentrer sur un seul point, que ce soit la respiration, un son ou même la flamme d'une bougie. En faisant cela, l'esprit se concentre et cesse de divaguer. Imagine que ton esprit soit comme un singe sautant d'arbre en arbre, incapable de rester tranquille. La méditation samatha, c'est comme lui apprendre à s'asseoir, à respirer et à observer en silence. Au début, le singe résistera, il sautera, il sera agité. Mais si tu persistes, si tu le fais jour après jour, tu découvriras que le singe commence à se calmer, qu'il s'assoit à tes côtés et observe simplement l'environnement avec toi. Ce type de méditation n'est pas seulement un exercice de concentration, c'est aussi le point de départ pour quelque chose de bien plus profond. Lorsque nous parvenons à calmer l'esprit, lorsque cette surface du lac devient si tranquille que nous pouvons voir jusqu'au fond, nous préparons le terrain pour la pratique de la méditation vipassana. Cette méditation, aussi connue sous le nom de méditation de la perception, nous invite à observer la nature des choses telles qu'elles sont, sans les filtres de nos préjugés et conditionnements. C'est comme si nous nettoyions un miroir qui avait été sale pendant longtemps. Au début, nous ne voyons que des taches, des distorsions, mais à mesure que nous pratiquons, le miroir devient plus clair et nous commençons à nous voir nous-mêmes et le monde d'une manière totalement nouvelle. Dans le bouddhisme, on dit que l'esprit est comme un éléphant sauvage. Sans entraînement, il est puissant mais incontrôlable. Cependant, si tu parviens à entraîner cet éléphant, si tu le domestiques par la méditation quotidienne, cette même force devient une alliée. L'esprit, lorsqu'il est entraîné, lorsqu'il est calme, peut t'aider à atteindre une clarté qui semblait autrefois impossible. C'est comme avoir une lampe au milieu de l'obscurité. Soudain, tu peux voir le chemin avec beaucoup plus de clarté. À mesure que nous nous plongeons dans la pratique de la méditation, nous commençons aussi à comprendre quelque chose de très important, la patience. Parce qu'aussi bien qu'un arbre ne pousse pas du jour au lendemain, les fruits de la méditation ne sont pas toujours immédiats. Peut-être qu'au début, tu te sentiras agité, comme si l'esprit était plus actif que jamais. C'est normal. C'est comme si tu commençais à nettoyer une maison qui a été fermée pendant longtemps. Au début, tout est chaotique et poussiéreux. Mais à mesure que tu persistes, l'espace devient plus propre et habitable. Il en va de même pour l'esprit. La méditation est un processus de nettoyage, d'élimination des couches de pensée et de préoccupation,
jusqu'à ce que nous commencions à ressentir une clarté que nous n'avions jamais expérimentée auparavant. Cela nous amène à l'un des grands bienfaits de la méditation quotidienne, le développement de la stabilité émotionnelle. Imagine que tu sois un marin en mer agitée. Sans la pratique de la méditation, chaque vague d'émotion te frappe violemment et tu te sens à la merci des vagues. Mais la méditation, c'est comme apprendre à construire une ancre. Même si la mer est agitée, même s'il y a des tempêtes, cette ancre te maintient en place et te permet d'affronter les vagues sans être emporté par elles. Avec le temps, tu découvres que tu n'as pas besoin que la mer soit calme pour ressentir la paix, parce que tu as trouvé cette paix en toi, malgré les vagues. Parlons maintenant de quelque chose qui est fondamental pour maintenir une pratique de méditation constante, la discipline. Parfois, l'esprit nous dit que nous n'avons pas le temps, que nous sommes trop occupés, que nous avons des choses plus importantes à faire. Mais la discipline dans la méditation n'est pas une contrainte, c'est un acte d'amour envers nous-mêmes. Chaque fois que tu choisis de t'asseoir pour méditer, même si ce n'est que pendant 5 minutes, tu dis à ton esprit et à ton corps que tu mérites un moment de paix, que tu mérites cet espace pour te reconnecter avec toi-même. Et ce petit acte d'amour, répété chaque jour, peut faire une énorme différence dans ta vie. Pense à quelqu'un qui décide de commencer à courir. Au début, il ne peut courir que quelques minutes avant de se sentir épuisé. Mais si tu persistes, jour après jour, ta résistance s'améliore, ton corps s'adapte, et un jour, tu découvriras que tu peux courir de longues distances sans effort. La méditation est très similaire au début. Peut-être que tu te sens comme si 5 minutes étaient éternelles, que ton esprit s'agite, que les pensées ne cessent de surgir. Mais si tu persistes, si tu te permets d'être constant, tu découvriras que ces 5 minutes se transforment en 10, en 15, et que l'esprit commence à apprécier ce moment de calme. Cela nous amène à l'un des aspects les plus transformateurs de la méditation quotidienne, la capacité de voir la vie avec de nouveaux yeux. Lorsque l'esprit est calme, lorsque nous avons appris à observer nos pensées sans nous laisser emporter par elles, nous commençons à voir les choses de manière plus simple et plus pure. Imagine que tu portes des lunettes sales depuis longtemps. Tu t'es habitué à voir le monde à travers ces taches, à penser que c'est ainsi que la réalité est. Mais un jour, tu décides de nettoyer ces lunettes et, soudainement, le monde devient plus clair, plus lumineux, plus rempli de couleurs. La méditation est comme nettoyer ces lunettes de l'esprit. C'est comme enlever les filtres qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et la chose la plus belle dans tout cela, c'est que la méditation quotidienne nous connecte à quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes. Elle nous connecte au présent, à l'expérience pure d'être vivant. Il y a un dicton dans le bouddhisme qui dit « Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin ». Cela signifie que la paix n'est pas quelque chose que nous trouverons dans le futur lorsque nous aurons accompli telle ou telle chose. La paix est quelque chose que nous pouvons expérimenter dès maintenant, à cet instant précis, à travers la méditation. Et ce faisant, nous découvrons que le présent est le seul endroit où la vie se déroule réellement. La méditation quotidienne nous permet de trouver cette paix intérieure, mais elle nous enseigne aussi à l'emporter partout avec nous. Au début, peut-être que nous ressentons ce calme seulement lorsque nous sommes assis en silence, les yeux fermés. Mais avec le temps, le calme commence à nous accompagner tout au long de la journée, dans nos interactions avec les autres, dans les moments difficiles. Elle devient une sorte d'ami silencieux qui nous murmure à l'oreille « Souviens-toi de respirer, souviens-toi d'être ici, maintenant ». Et lorsque la vie devient compliquée, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, cette voix intérieure nous aide à nous rappeler que nous pouvons toujours revenir à la respiration, à la tranquillité, à ce refuge intérieur que nous avons construit avec chaque méditation. Maintenant que nous avons exploré ensemble ces concepts, j'aimerais connaître ton avis. Qu'as-tu pensé de cet enseignement? Comment appliques-tu la méditation ou la pleine conscience dans ta vie quotidienne? Laisse-moi un commentaire ci-dessous et raconte-moi ton expérience ou, si tu as des questions, je serai heureux de les lire et d'y répondre. Partager tes pensées et expériences peut être très utile pour d'autres qui cherchent aussi à maîtriser leur esprit et à trouver un peu plus de paix intérieure. J'aimerais te lire et continuer cette conversation avec toi. Chapitre 5. Conseils pratiques pour maîtriser l'esprit dans la vie quotidienne. Mais si tu pratiques la pleine conscience dans chaque tâche,
tu découvriras que même les activités les plus simples peuvent devenir une source de satisfaction. Et la chose la plus surprenante, c'est qu'en faisant moins de choses à la fois, tu finis par être plus efficace et tu termines ta journée avec un sentiment de plénitude plutôt que d'épuisement. Cela nous mène à un troisième conseil qui, bien qu'il puisse paraître simple, a un pouvoir transformateur: consacrer du temps au silence et à l'introspection. Aujourd'hui, le silence est devenu un luxe. Nous sommes constamment entourés de bruit, les nouvelles, les réseaux sociaux, la télévision, les podcasts. Même quand nous sommes seuls, nous cherchons à combler ce vide avec un certain type de stimulation. Mais Bouddha nous invite à redécouvrir le pouvoir du silence. Consacrer quelques minutes par jour pour être en complet silence, sans distraction, c'est comme offrir un souffle à l'esprit. Un moment pour qu'il se réorganise et se calme. Au début, il est possible que tu te sentes envahi par des pensées, que le silence semble plus bruyant que tout le reste. C'est normal, c'est comme si en ouvrant une fenêtre dans une pièce fermée, la poussière se levait. Mais si tu te permets de rester dans ce silence, peu à peu l'esprit commence à se calmer. Pense à ces moments de silence comme à un lac tranquille. Au début, l'eau est agitée par le vent. Mais à mesure que le vent se calme, l'eau devient de plus en plus claire, jusqu'à ce que tu puisses voir le fond du lac avec une totale clarté. C'est ainsi que l'esprit réagit lorsque nous lui donnons un espace de silence. Et le plus fascinant, c'est que lorsque tu t'habitues à ces moments d'introspection, tu commences à mieux écouter les autres. Car lorsque l'esprit est rempli de bruit, nous ne pouvons pas réellement entendre ce que les autres disent. Nous n'entendons que nos propres interprétations, nos réponses automatiques. Le silence nous aide à nous ouvrir à la véritable écoute, à l'empathie, à une connexion plus profonde avec les autres. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que tout le monde rencontre dans la vie. Comment gérer les critiques et les commentaires négatifs. Tout au long de notre vie, nous serons toujours confrontés à des personnes qui nous critiquent, qui nous jugent, qui nous transmettent leur propre négativité. Et si nous ne savons pas gérer ces situations, il est facile que ces critiques deviennent un fardeau que nous portons tout au long de la journée. Bouddha nous a enseigné à voir la critique différemment, comme si chaque commentaire négatif était un cadeau que quelqu'un nous offre. Si nous acceptons ce cadeau, nous l'emporterons chez nous et nous le garderons. Mais si nous choisissons de ne pas l'accepter, ce cadeau appartient toujours à la personne qui l'a offert. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer toutes les critiques. Certaines peuvent être constructives et nous aider à nous améliorer. L'important est d'apprendre à filtrer. Imagine que tu es en réunion et que quelqu'un fait un commentaire sur une présentation que tu as faite. Au lieu de laisser ce commentaire t'affecter immédiatement, prends un moment pour respirer et demande-toi: est-ce que cela m'aide à m'améliorer ou est-ce juste la projection de l'autre personne? Si tu trouves quelque chose d'utile dans la critique, prends-le, utilise-le pour t'améliorer. Si ce n'est pas utile, laisse-le partir comme un vent qui passe et emporte les feuilles. Cette pratique, quand elle est appliquée constamment, te permet de développer une sorte d'armure émotionnelle qui te protège des opinions des autres, te permettant de garder ton équilibre interne, peu importe ce qu'ils disent. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait profondément changer ta perspective sur la vie. Pratiquer la gratitude comme une habitude quotidienne. Souvent, l'esprit a tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur ce que nous n'avons pas réussi à obtenir, sur les choses qui nous dérangent. C'est comme si l'esprit avait une sorte de prise qui cherche constamment ce qui ne va pas, ce qui nous manque. Mais la gratitude nous invite à changer notre focus, à entraîner notre esprit à chercher le positif. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles ne doivent pas être des grandes choses. Cela peut être aussi simple que d'avoir un endroit où vivre, le goût du café le matin ou le sourire d'un ami. La gratitude agit comme un antidote contre la plainte et, en la pratiquant constamment, tu commences à remarquer que même les petites choses qui semblaient insignifiantes auparavant ont une valeur immense. Peut-être qu'un jour difficile au travail t'a appris quelque chose de nouveau ou qu'une discussion avec un être cher t'a amené à réfléchir sur tes propres attitudes. En fin de compte, la gratitude ne change pas seulement la manière dont nous voyons le monde. Elle transforme aussi notre manière de nous voir nous-mêmes.
nous commençons à réaliser que, malgré les difficultés, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Et cela nous aide à affronter la vie avec une attitude plus ouverte et positive, en intégrant les enseignements pour un esprit sereinement fort. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ce chemin vers la maîtrise de l'esprit, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons appris et à la manière dont nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Au cours de ces minutes, nous avons exploré certains des concepts les plus profonds de la sagesse bouddhiste et découvert des outils pratiques pour cultiver un esprit plus serein, plus clair et surtout plus fort. Nous avons commencé par parler de la nature de l'esprit, de la manière dont nos pensées sont comme des vagues dans un océan. Parfois, ces vagues sont grandes et puissantes et semblent nous emporter sans contrôle. Mais grâce à la pratique de l'observation et à la compréhension de l'impermanence, nous avons appris que nous ne sommes pas ces vagues, mais l'immense océan qui les contient. Comprendre que chaque pensée, chaque émotion est transitoire, nous donne la liberté de ne pas nous y accrocher, de les laisser passer sans nous laisser emporter. Cette perspective nous offre une nouvelle façon de voir nos préoccupations quotidiennes, nos anxiétés et nos peurs, en sachant qu'elles passeront aussi. Ensuite, nous avons approfondi le pouvoir de la pleine conscience ou mindfulness comme un outil pour se reconnecter avec l'instant présent. Nous avons parlé de la manière dont la respiration consciente, la capacité de faire une chose à la fois et l'importance de consacrer du temps au silence peuvent transformer notre expérience quotidienne. La pleine conscience nous rappelle que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, dans les objets ou dans les circonstances, mais qu'elle se cultive de l'intérieur, dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant. Chaque fois que nous nous permettons de revenir au présent, nous offrons à notre esprit l'opportunité de se reposer, de retrouver sa clarté naturelle. Nous avons également parlé du détachement et de la non-identification à nos pensées. Nous avons appris que nous ne sommes pas les histoires que notre esprit nous raconte, que nous pouvons observer nos pensées comme on voit des nuages passer dans le ciel, sans se sentir obligé de les suivre. C'est l'un des enseignements les plus profonds du Bouddha, car il nous permet de nous libérer du poids des attentes, des croyances limitantes et des émotions qui nous lient. Imagine à quel point il peut être libérateur de réaliser que tu n'as pas besoin de t'accrocher à une pensée d'insécurité, de peur ou de culpabilité. Tu peux simplement la laisser partir, sachant que ta véritable nature est plus vaste et plus libre que n'importe quelle pensée. Tout au long de ce parcours, nous avons aussi exploré comment la méditation quotidienne devient un pilier fondamental pour renforcer l'esprit. Comparer la méditation à une salle de sport pour l'esprit nous a aidé à comprendre que chaque séance de méditation, aussi brève soit-elle, est un pas vers un esprit plus serein et stable. Nous avons parlé de la méditation pour calmer l'esprit et de la méditation, pour voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de nos préjugés. Et nous avons découvert que la patience est la clé pour voir les fruits de la méditation. Tout comme une graine qui a besoin de temps pour germer, notre esprit a aussi besoin de temps pour se transformer. Enfin, dans le chapitre précédent, nous avons partagé des conseils pratiques pour appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne, de la respiration consciente comme outil pour faire une pause à l'esprit, à la gratitude comme moyen de reprogrammer notre focus vers le positif. Nous avons réfléchi sur l'importance de lâcher prise de ce que nous ne pouvons pas contrôler et d'apprendre à vivre chaque moment avec une mentalité ouverte et flexible. Nous avons aussi parlé de comment s'entourer de personnes qui nous inspirent, comment faire face aux critiques avec calme et comment trouver le courage d'être soi-même, sans se laisser influencer par les attentes des autres. Tout cela nous mène à une vérité simple mais profonde. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer toutes nos pensées ou émotions. Cela signifie apprendre à vivre avec elles de manière plus sage, plus compatissante, plus sereine. Cela signifie découvrir que la paix n'est pas l'absence de problème, mais la capacité de rester calme, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous cultiver, peu importe nos circonstances ou notre histoire personnelle. Je veux que tu considères cela comme un voyage qui vient de commencer. Ce que nous avons partagé ici, ce sont des outils, des graines que tu peux planter dans ta vie quotidienne. Et comme tout jardin, il faut les arroser, les nourrir, leur donner du temps pour grandir.
Peut-être que certains jours tu te sentiras plus connecté à ces enseignements et d'autres jours tu trouveras cela plus difficile. C'est normal, c'est une partie du processus. Ce qui est important, c'est que, pas à pas, tu continues d'avancer en ayant confiance que chaque petit effort que tu fais pour prendre soin de ton esprit, pour le calmer et le renforcer, construit un avenir plus serein pour toi. Avant de conclure, je veux t'inviter à réfléchir à une dernière question. Que peux-tu faire aujourd'hui pour prendre soin de ton esprit? Cela peut être quelque chose de très simple, comme prendre un moment pour respirer profondément, comme te souvenir d'une chose pour laquelle tu es reconnaissant, ou même passer 5 minutes dans le silence avant de dormir. Rappelle-toi que chaque petit geste compte et que chaque jour est une nouvelle opportunité de t'approcher un peu plus de la paix que tu recherches. Maintenant, j'aimerais entendre de ta part. Quel conseil t'a le plus parlé? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à comprendre l'esprit depuis la perspective bouddhiste? Laisse ton commentaire et partage ton expérience, car ce que tu dis peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. C'est un espace pour partager, pour apprendre ensemble et pour nous soutenir mutuellement dans ce chemin vers un esprit plus fort et plus serein. Et si tu penses que cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu crois que ces enseignements peuvent aider d'autres personnes, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'oublie pas de mettre un j'aime et de partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes engagées à vivre de manière plus consciente, plus paisible et plus connectée à ce qui compte vraiment. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, d'avoir pris le temps d'explorer ces enseignements avec moi. J'espère que tu as trouvé quelque chose qui t'inspire, qui te motive à aller de l'avant et qui te rappelle que, bien que le chemin vers la paix intérieure puisse être long, chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus d'elle. Que tu trouves la sérénité dans chaque respiration, la force dans chaque défi et la sagesse dans chaque moment de silence. À la prochaine vidéo, et que ta journée soit remplie de paix et de clarté.